Des questions, peut-être en précisant à qui, et puis pour intervenir brièvement, pas un quart d'heure, si vous en avez envie. Quelqu'un? Il y a combien de temps pour le débat? On a 1 heure à peu près. Alors on croirait la République en marche. Les présentations intéressantes comme ça en général, mais j'ai trouvé que on voyait pas beaucoup de prolétariat dans tout ça. Hein, c'est-à-dire, j'ai déjà participé à une autre journée d'études où j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses justement sur... j'ai eu l'impression que les autogestionnaires yougoslaves avaient un peu étranglé le prolétariat russe. Voilà. Catherine, on te donnera la parole après. Une petite question. Je m'excuse, mais en fait, j'aimerais quand même que quelqu'un... Oui, oui. Mais j'ai dit que Catherine va répondre. Je ne pense pas qu'on ait méprisé le prolétariat. Non, ou que ce soit autour de cette table. Ne prends pas trop comme ça. Non. Alors, moi j'ai une question qui est un peu générale, qui s'adresse à tout le monde d'ailleurs, et qui n'appelle pas forcément une réponse. Moi je retire, non parce que c'est un problème, c'est pas une réponse précise. Moi je retire de vos 4 présentations qu'on a un moment formidable mais très court, dans lequel la société est bouleversée de fond en comble, à la campagne, dans les usines, chez les femmes, etc. On pourrait ajouter dans l'armée avec la guerre civile. Et puis ce moment est très court. Et finalement, la question que ça pose, c'est que la mobilisation révolutionnaire, et on a connu ça après dans d'autres situations révolutionnaires, elle dure peu de temps. Elle est tout de suite soumise au feu roulant de la contre-révolution ou des obstacles internes à chacune des sociétés où elle se passe. Et cette période-là, évidemment en Union soviétique, laisse des traces durables, et la violence nécessaire pour faire face à la violence contre-révolutionnaire, elle n'est pas indélébile, mais elle devient un handicap sérieux pour envisager la suite. Donc ma question, qui n'est pas tout à fait une question, vous comprenez pourquoi, c'est est-ce qu'on peut tirer des éléments de la révolution russe qui disent quelque chose par rapport à cette question et par rapport aux remèdes qu'on peut éventuellement y apporter. Il y a d'autres débats ensuite dans lesquels on abordera ça, et certainement à la table ronde finale qui se passera ici vers 4h30. Samy ? C'est une question qui vient d'être abordée, avec une formule de Marx concernant la bourgeoisie, qui consiste à dire que mieux vaut une fin effroyable qu'un effroi sans fin, et qui peut être traduit par le fait qu'ils n'hésiteront jamais à faire la même chose tant qu'ils peuvent. Voilà. Or ça, c'est une question qui n'est pas seulement du point de vue de ce que nous, on a à en dire, mais c'est que de toute façon, les Olympiques, c'est sûr qu'ils feront ça. Bon, ça, c'est un truc absolument terrifiant, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de camarades qui discutent en disant si ça avait été mieux, ça avait été plus démocratique, ça avait été plus massif, avec le problème résolu. Avec le problème résolu, c'est-à-dire qu'évidemment, s'il y a 99% des gens qui considèrent qu'il faut faire une nouvelle société, qui sont d'accord sur une nouvelle société, et tout ça, ça va faciliter beaucoup l'affaire. Mais ça se présente en général pas souvent comme ça. Mais alors, en contrepartie, la description que vous faites, il y a un mystère quand même, c'est comment ça se fait que les bolcheviks ont gagné la guerre civile. Parce que très rapidement, il y a ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire qu'en fait, les éléments réels de démocratie et d'auto-organisation sont très fragilisés par des décisions politiques et puis par des conditions matérielles, tout simplement, en général. Bon, et ben, comment ça se fait? Bon, dans les livres que tu as sortis, où tu dis, bon, la révolution, c'est d'abord le bordel, c'est-à-dire tout devient détruit très vite, il n'y a plus rien de marche. Comment ils font? C'est un mystère dans l'affaire, parce que, bon, les communards, la Commune de Paris, bon, pour d'autres raisons, ils n'est pas arrivé du tout. Eux, ils tiennent là-dedans et ils finissent par gagner, ce qui est un des arguments majeurs, comme vous le savez tous, qui contrebat l'idée que c'est un coup d'État, parce que bon, peut-être que octobre est un coup d'État si on veut, mais bon, la révolution ne peut pas être un coup d'État, parce que sinon, si c'est juste un coup d'État, bon, voilà, les réactionnaires le balayent très facilement. Mais ça reste un mystère quand même. Où ont été prises ces ressources
Est-ce que c'est simplement le fait que les gens craignaient le retour des autres? C'est possible aussi. Hein. Ou est-ce qu'il y avait une ressource très profonde? Bon, je me rappelle avoir vu un documentaire sur le 1er mai 1925, avec, semble-t-il, dans les rues de Moscou, un enthousiasme absolument inouï. C'est-à-dire que les gens étaient héritiers de quelque chose qu'ils avaient voulu construire eux-mêmes. Je ne veux pas être trop long. Vous voyez les deux aspects de la question. Un, ce qui est écrit comme c'est les 100 000 morts, les 100 000 juifs massacrés en Ukraine, ça sera pareil. Ben, ils feront tout ça, c'est sûr et certain. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que ce soit comme ça, je sais. Mais bon, ben oui, c'est la vie. Et ils ont raison, parce qu'il y a ce que dit, Charles, c'est-à-dire que le prix payé par le fait d'accepter cette guerre est terrible pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, est terrible pour les révolutionnaires. C'est que le prix à payer va être terrifiant. Et de l'autre côté, ces ressources, alors spécifiquement pour la révolution russe, hein, puisqu'on parle de celle-là, la révolution chinoise, on voit un peu pourquoi les gens, malgré les choses absolument terrifiantes, continuent à faire la longue marche. Bon, voilà, je termine. Je peux continuer. Si les bolcheviks ont gagné la guerre, c'est grâce à une organisation militaire absolument claire, largement dirigée par Trotsky, avec une discipline. Je ne sais plus quel est le grand responsable politique qui disait mais la guerre c'est beaucoup plus facile que la gestion de la paix. Dans la guerre on a un seul ennemi, tout le monde est assez mobilisé contre cet ennemi, c'est beaucoup plus facile que le gouvernement. C'est un dirigeant qui disait ça. Donc moi ma question c'est plutôt est-ce qu'il est possible, est-ce qu'on pense qu'il est possible de maintenir cette nécessaire organisation militaire? On a vu pendant la guerre des constructions de 3000 km de route en 3 semaines. Enfin, c'est des choses, on peut faire des choses absolument extraordinaires si on se mobilise énormément, sans aucune attention à toute autre chose que le projet. En revanche, est-ce qu'il est possible de mener ce genre de choses tout en maintenant, malgré tout, une certaine imagination locale pour maintenir la mémoire de la démocratie, voire son invention, et est-ce que ça ne pourrait pas être précisément la mission des femmes dans certaines circonstances? Qu'ils ont été à 2 doigts de perdre parfois. Il y a un certain moment où ça s'est tenu à très peu de choses. Pour 2 raisons. Premièrement, le fait que dans cette guerre civile internationale, le prolétariat des pays européens n'a pas réussi à faire la révolution, ni en Allemagne, ni en Autriche, ni en Hongrie, ni en Italie, mais que sa mobilisation a largement paralysé l'offensive de la bourgeoisie internationale elle-même. Un jour, Eric Bevin va voir Lloyd George, pourtant Bevin n'était pas vraiment un travailliste d'extrême gauche, et lui dit il faut cesser d'envoyer des armes aux Blancs, parce que sinon ça va mal finir ici. L'Angleterre a été soumise à des grèves à répétition qui ont mené le chef d'état-major de l'armée britannique, Henry Wilson, qui n'avait aucun rapport avec le président des États-Unis, à écrire en janvier, il a écrit en janvier 1919 à l'amiral qui commandait la flotte anglaise de la Baltique. Il lui écrit « Il voudrait retirer nos troupes d'Europe continentale et de Russie et concentrer nos forces sur les centres d'où partent contre nous des tempêtes, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Irlande, l'Égypte, les Indes. » C'est pas mal pour l'Empire britannique, comme centre de tempête, ça fait beaucoup. Et deuxièmement, malgré les difficultés rencontrées avec les paysans qui se sont dressés contre les réquisitions de vivres, l'armée rouge s'est appuyée sur un profond rejet populaire des Blancs. Lorsque Dénikine pense qu'il va conquérir Moscou en juillet 1919, ils arrivent à 200 km de Moscou, les armées blanches. Apparemment, donc, la victoire est peut-être pour demain. Sauf qu'à peine sont-ils arrivés à 200 km de Moscou que sur leurs arrières, il y a des soulèvements paysans massifs. Massifs, qui est la même chose, Kolchak est renversé en fait moins par l'armée rouge que par le soulèvement paysan massif. Donc, parce qu'ils veulent rétablir les propriétaires. Dénikine a cru trouver, qui n'était pas un imbécile, a cru trouver une ruse. C'est-à-dire aux paysans, voilà, vous gardez pour le moment la terre que vous avez saisie, simplement vous livrez aux propriétaires un tiers de la récolte. Le paysan, pour lui, sa récolte, ça va être tout pour lui. Certes, les détachements des bolcheviks viennent les confisquer,
Et le paysan qui sait réfléchir se dit, pour le moment, ils prennent la récolte, ils me laissent la terre. Si les autres viennent, ils vont prendre non seulement la récolte, mais ils prennent aussi la terre. Donc il y a un mouvement, il s'appuie sur une réalité sociale profonde. Et enfin, pour terminer, l'aide massive donnée par les étrangers, les Américains qui font payer des rubis sur l'onde, les Anglais, les Français, la France qui envoie des tas d'armes, etc., fait apparaître les troupes blanches comme étant aussi des armées de l'étranger. C'est-à-dire que ceux qui défendent la Russie bien sûr ouvrière et paysanne, ce sont les bolcheviks. C'est pas un hasard d'ailleurs si dès le 24 février 1918, les bolcheviks sortent un appel rédigé par Trotsky, qui figure quand même dans les œuvres complètes de Lénine, parce que c'est des choses qui arrivent quand même, qui s'appelle « Appel pour défendre la patrie socialiste ». Il y a le mélange d'un internationalisme profond et de la volonté de défendre le pays face aux étrangers qui veulent rétablir le pouvoir de la bourgeoisie, de la finance, alors que l'un des actes fondamentaux du pouvoir bolchevique, c'est le seul gouvernement qui ait jamais fait ça dans l'histoire du monde, c'est l'annulation de la dette. Les autres s'avalent la dette, plus ou moins bien, eux, ils l'ont annulée. Ce qui d'ailleurs est un acte impardonnable pour le capital international, bien sûr. Un mot sur les deux aspects, et mobilisation populaire et guerre civile. Alors, pour compléter, je suis totalement d'accord avec ce que disait Jean-Jacques, mais pour compléter sur la victoire à la guerre civile, il y a le fait, voilà, on voit aujourd'hui ce que donne la Syrie, tout ce qui se passe en Syrie ou ce qui s'est passé en Irak. Il faut bien imaginer que la Russie était à peu près dans cet état-là dans les années 1919-1920, et que un des aspects, pas le seul, mais un des aspects qui peut expliquer la victoire finale des bolcheviks, c'est qu'il y avait un besoin de remise en place d'un minimum d'ordre, c'est-à-dire du fait de pouvoir sortir de chez soi pour trouver quelque chose à manger sans se faire tirer dessus, voilà, et que là-dessus, à un certain moment, les bolcheviks ont été capables de faire ça. Alors, ce qui évidemment est une tâche, j'allais dire ambiguë, parce qu'elle n'est pas que révolutionnaire, elle a un côté, on pourrait presque dire conservateur, et c'est là où il y a l'autre aspect sur qu'est-ce qui reste des mobilisations populaires, et c'est pour ça que j'ai fait une intervention sur un des aspects les plus radicaux qu'on puisse trouver dans cette révolution, c'est que la question c'est jusqu'où on a fait monter le curseur dans le cadre du processus révolutionnaire, et que c'est un peu de ça que dépend ensuite ce qui va en rester par la suite. Et c'est là où le radicalisme des bolcheviks et alors pour parler de la classe ouvrière, clairement le radicalisme qu'on a vu dans le courant de l'année 17 fait qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il n'y a jamais eu de retour en arrière. Alors, pour parler des usines, justement, par exemple sur la propriété des usines, sans qu'il n'y ait jamais eu d'ailleurs, à part sur une très courte période, quoi que ce soit qui ressemble à l'autogestion en URSS, il reste que quand on regarde précisément ce qui s'est passé à partir de 89, 90, 91, et dans le post-91, on s'aperçoit que le retour de la propriété privée des usines a été quelque chose, alors qu'il n'y avait aucune opposition organisée à un niveau politique ou même syndical. Ceci étant, il a fallu 10 ou 15 ans avant que l'idée d'une propriété privée des entreprises devienne quelque chose d'à peu près acquis. C'est dire à quel point le curseur avait été loin. Et ça se traduisait dans des tas de petits détails. Juste une anecdote, quelqu'un que je connais à Kharkov, qui était ouvrier dans une grosse usine qui a fini par fermer, et qui avait trouvé à s'embaucher dans un atelier de menuiserie. Et donc au début, petit atelier, il travaillait avec du matériel soviétique, et puis le patron, prenant un peu d'aisance, commande des machines modernes venant d'Occident. Et la réaction de cet ami a été de me dire « Ah ben là tu vois la différence avec les machines soviétiques. Hein. Ah, vos machines occidentales, elles sont extrêmement performantes, simplement elles n'ont pas été pensées pour que quelqu'un travaille dessus. » Bon, d'abord, je voudrais remercier l'intervention qui me permet d'expliciter l'optique de ma propre intervention en critique de pas assez avoir parlé du prolétariat,
Alors, de quoi s'agit-il quand on parle du prolétariat? Alors, d'abord, le titre de mon intervention, c'était des soviets à l'autogestion, de la Russie à la Yougoslavie, ce que notre camarade président Charles Michalou n'a pas résumé, puisqu'il a dit que j'allais parler effectivement un peu, en gros, simplement des conseils ouvriers. Donc, du coup, un décalage évidemment entre ce que j'ai traité et ce qui était annoncé par le président, mais pas dans l'annonce réelle de ce que j'allais traiter. Je dois dire que le problème principal, s'il s'agissait... le problème principal auquel on est confronté aujourd'hui, c'est d'avoir effectivement un regard englobant de toute l'expérience du siècle soviétique et de l'échec, sur ce qu'a été cette révolution russe. Alors, moi d'abord, premièrement, je voudrais interroger, y compris Éric Onoble, dont j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'ouvrage, et dont j'ai partagé la conclusion sur la notion de prolétariat, précisément, à contre-courant de visions souvent réductrices du prolétariat à la classe ouvrière, et englobant explicitement dans sa conclusion la classe paysanne pauvre, qui était la grande masse, notamment de la population mobilisée à la fois dans la guerre civile et internationale et dans le processus de transformation de la société, et à la fois en Russie et en Yougoslavie. Et dans les deux cas, c'était de 80% de la population, et une population très pauvre et analphabète. Donc c'est l'englobement, ce qu'il dit, ce n'était qu'une fraction de la classe paysanne et non pas la branche rurale du prolétariat, si c'était la branche rurale du prolétariat. Et aujourd'hui, contre les visions réductionnistes du prolétariat, nous sommes, je pense, obligés, et c'est un enrichissement, hein, de lutter contre une vision réductionniste de la révolution et de la lutte prolétarienne contre l'ordre existant, à la fois marquée par l'ouvrier, homme, et des grandes entreprises, hein, donc avec toutes les dimensions, y compris d'oppression croisée, et de dimensions rurales et urbaines du prolétariat. Et je dois dire, entre parenthèses, que dans le recul qu'on peut avoir aujourd'hui sur les enjeux de la révolution et de la résistance à un système monde capitaliste qui est aussi redoutable, sinon encore davantage qu'il ne l'était au début du siècle, aujourd'hui, Via Campesina, dans les mouvements internationaux, mettent à l'ordre du jour toutes ces dimensions d'oppression croisée, hommes et femmes, et d'alliance entre prolétariat des villes et des campagnes, qui est précisément un des éléments que je voulais souligner et condenser, notamment dans la mise en place du soviet des soldats ouvriers et paysans. Alors, deuxième remarque et questionnement vis-à-vis, y compris de l'apport d'Éric Onoble, et qui est un élément de contradiction sur ce que tu as présenté, et pour nous-mêmes d'ailleurs, à l'échelle internationale, et qui était une contradiction pour les bolcheviks, comment réaliser la socialisation à la fois de l'industrie et de l'agriculture, qui était le programme, et qui est le programme, effectivement, communiste. Et tu disais, donc, il y a un parti, le parti bolchevique, qui voulait la remise en cause de toutes les formes de propriété. La question était, en réalité, pas claire. Ils voulaient une véritable socialisation, et ils espéraient que, avec une vision simplificatrice et fausse, d'une socialisation qui serait portée par les monopoles capitalistes et la concentration des grandes entreprises, et la possibilité d'organiser toute la société, y compris dans le cadre du communisme de guerre, non seulement dans un contexte particulier, la guerre, avec les nécessités de l'affrontement, mais aussi dans les conceptions fausses d'un communisme de guerre théorisé
aussi comme une organisation, une possibilité d'un basculement dans l'organisation, la socialisation de l'industrie et de l'agriculture, en supprimant toute monnaie et en supprimant toute transformation des rapports sociaux eux-mêmes, avec l'étatisme que ça pouvait comporter, et y compris certaines visions apologétiques portées par Lénine lui-même, ou que Trotsky a pu exprimer dans sa vision, y compris de ce que pouvait être le centralisme des syndicats, derrière l'État ouvrier, l'organisation de l'économie. Donc une vision erronée et sur laquelle il y a des débats dans les années 20 entre les bolcheviks, pour Brzezinski, Boukharine, repris dans les années 60 et jusqu'à ce jour non tranché. Comment socialiser, comment organiser l'industrie et l'agriculture, donc sur la base du prolétariat au sens complexe, croisé, conflictuel, des villes et des campagnes, ouvriers et paysans. Et la lecture que je voulais, avec non pas les Balkans, mais une révolution yougoslave qui a prolongé dans la Deuxième Guerre mondiale ce qui était à l'ordre du jour de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire l'extension de la révolution, alors que Staline avait voulu imposer le socialisme dans un seul pays. Les communistes yougoslaves, les partisans et les ouvriers et paysans organisés de façon militaire et sociale dans la Deuxième Guerre mondiale ont prolongé ce qui a été interrompu par la stalinisation, reprenant le slogan d'une révolution socialiste à l'ordre du jour à l'échelle mondiale. Bon. Et c'est pourquoi le fait de mettre l'autogestion à l'ordre du jour dans une société qui était comme la société russe, massivement paysanne et analphabète, avec une minorité du prolétariat ouvrier et une majorité du prolétariat paysan, petit prolétariat paysan, et le prolongement de l'interrogation qu'on peut avoir de retour sur cette question-là. Sauf que le prolétariat paysan lui-même, il était confronté à des contradictions. La logique d'aller vers l'appropriation privée de la terre et la logique de la socialisation. Et les anarchistes, de même que les marxistes, Marno, de même que les communistes, ont été confrontés à cette contradiction. Et tu décris très bien, Éric, le conflit qu'il y a eu entre les communes socialisées paysannes et le reste de la paysannerie. Et tu décris très bien, notamment dans les dissensions qui ont surgi entre les communes socialisant les terres et le reste de la paysannerie qui se percevait comme étant discriminée dans la distribution des terres. Et tu décris très bien le basculement anard vers effectivement la terre à ceux qui la travaillent et la privatisation de ce point de vue-là, avec ses contradictions, y compris dans l'organisation que préconise Marno, qui n'est pas notamment, d'ailleurs entre parenthèses, là c'est un questionnement à Jean-Jacques, les anards confrontés eux-mêmes, je le disais au début, à comment lutter contre et comment lutter pour, ont été très très loin de réduire la nécessité d'une lutte armée paysanne terre par terre et décentralisée. Ils ont organisé une armée et ils ont dit dans leur texte que cette armée qu'ils organisaient était contradictoire avec leurs idéaux anarchistes, parce que précisément elle n'était pas simplement décentralisée. Donc ce que je veux dire, et pour terminer là, c'est que les bolcheviks, dans le processus de socialisation et des terres et de l'industrie, étaient confrontés à la fois à l'inspiration d'avoir la terre, et les paysans ne se seraient battus dans la guerre civile et jusqu'au bout qu'avec ce que tu dis par rapport aux déserteurs, la promesse et la garantie d'avoir la terre. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'étaient pas très favorables à l'implication dans la guerre en Pologne, hein, et qu'ils étaient par contre tout à fait prêts à perdre leur vie quand il s'agissait d'avoir la promesse des terres. De la même façon qu'en Yougoslavie, ils étaient massivement mobilisés avec la distribution des terres au fur et à mesure que les territoires étaient libérés. Mais en même temps,
la propriété privée des terres à tout le monde était difficile à organiser et à réaliser sans l'industrialisation et sans la possibilité de donner aux paysans les outils dont ils avaient besoin, les engrais dont ils avaient besoin, tous les enjeux de la planification qui étaient nécessaires. Et cet enjeu-là, c'est celui aussi auquel se sont confrontés les prolétaires et révolutionnaires yougoslaves, auxquels sont confrontés les prolétaires et révolutionnaires du monde entier aujourd'hui, hein, c'est-à-dire une possibilité d'une socialisation qui n'est pas simplement une étatisation de la propriété et qui peut être compatible avec différentes formes de propriété, y compris propriété individuelle et coopérative, à la condition que la propriété privée, individuelle et coopérative soit intégrée dans un processus de coopération, dans un processus de socialisation, que ce soit dans les campagnes ou dans les industries. Merci. Philippe. Oui. Pas du tout. Du point de vue des... Mais là, c'est plutôt des hypothèses. Hein, je rebondis pour poser des questions. Je crois qu'il y a une capacité d'adaptation, par ailleurs, alors là, sur la question des rapports hommes-femmes, une très grande capacité d'adaptation des militantes du G-Note-DEL pour essayer de garder une implantation, un encadrement de la population, en particulier des femmes. Et ça veut dire en particulier que sur la question, contrairement au projet d'Alexandra Kollontai de carrément aller vers une disparition de la famille traditionnelle, de fait, de ce que j'ai pu lire en tous les cas, on va parfaitement, à la fois parce qu'il n'y a pas d'autres moyens, mais en plus, il ne va pas y avoir une offensive majeure pour obliger les hommes à participer aux tâches d'éducation ou de la cuisine, etc. Il y a même des femmes qui protestent sur ce plan-là. Et deuxièmement, il va y avoir un travail d'alphabétisation, mais qui n'est pas spécifique, qui, moi, me semble très important. C'est-à-dire que, et là, d'ailleurs, Krupskaya, la femme de Lénine, la femme légitime de Lénine, va jouer un rôle très important dans l'impulsion des écoles d'alphabétisation, et les femmes étaient les premières concernées. Et je pense que de ce point de vue-là, ça devait être un élément d'attachement. Enfin, c'est une hypothèse que je fais. Alors, troisième point, parce que je voulais vous parler quand même de Madeleine Pelletier, je voulais juste vous dire que un des éléments qui vont particulièrement la choquer quand elle arrive à Moscou, en 1922, c'est quand, dans le cadre des dimanches communistes, on va lui proposer d'aller rejoindre la cohorte des femmes pour aller faire coudre. Alors elle dit, je me suis battue toujours dans mon pays contre cette forme d'abrutissement des femmes par la couture. Je ne sais pas, en arrivant en Russie ou en URSS, qui est en principe le berceau de la révolution, que je vais accepter. Donc elle va se joindre à l'équipe des hommes qui, eux, vont décharger des anciens rails, ou plutôt pas des rails d'ailleurs, c'est les traverses. Les traverses pour avoir du bois de chauffage qui n'existait plus. D'ailleurs, elle n'arrivera pas, elle reviendra dans son hôtel complètement chaos. Bon, mais enfin, voilà. Bon, c'était juste une petite remarque pour vous dire que le degré de transformation révolutionnaire de la division des tâches entre hommes et femmes n'est pas encore faite en 1922, et je pense qu'il y a du mal à le faire après. On va passer le micro à Philippe, derrière. La deuxième intervention de Catherine, là, sur la socialisation. Parce que dans cet état de destruction totale du pays que Jean-Jacques Marie reconstruit bien dans son intervention et dans ses différents livres, la réponse du parti bolchevique, ça va être c'est la NEP. Donc le rétablissement de mécanismes capitalistes, le rétablissement de mécanismes du marché. Et ça, c'est pour ça que je voudrais poser cette question à Jean-Jacques Marie, qui connaît quand même
nous tous, c'est sans doute celui qui connaît le mieux cette période, pourquoi la NEP? Pourquoi penser, parce que finalement la NEP, c'est quasiment penser le mécanisme, l'idée que le capitalisme sera plus efficace que la socialisation ou que l'étatisation. Et pourquoi les bolcheviks pensent-ils que le capitalisme est plus efficace dans une situation de ce genre que, par exemple, la proposition de Trotsky, qui était une militarisation du travail, des syndicats, etc., et qui ne sera pas la proposition adoptée. Pourquoi c'est le retour au capitalisme et à ces mécanismes qui est considéré comme la réponse la plus efficace à cette situation terrible qu'est celle de la Russie au sortir de la guerre civile? Et est-ce que ce n'est pas finalement un retour à l'idée d'une révolution par étapes, c'est-à-dire qu'il faut une étape capitaliste à un moment donné, que c'est le plus efficace pour développer les moyens de production, les forces productives, favoriser le développement d'une société. Je trouve qu'il y a derrière la NEP, il reste derrière la NEP et la conception de ce que ça a été, de ce que ça a été pensé, et de ce que ça a été réellement, beaucoup de choses à penser. Au moins c'est la façon dont les bolcheviks pensaient la révolution ou autre. Et j'y vois une grande contradiction avec l'idée d'une révolution permanente, ou l'idée que le socialisme et la socialisation sont le plus efficaces des moyens pour développer une société. Victor Brzezinski, il parle de la simulation socialiste primitive. Et quand on lit son bouquin, on a l'impression qu'il s'agit de construire une nouvelle économie, et une économie différente. Alors que ce que tu décris par moment, par bribes, c'est la transformation de l'économie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ou l'appropriation d'un appareil économique existant, son développement. Et je pense que les débats ont été importants. Alors, ça revient à l'histoire de la NEP. La NEP et la guerre, donc elle va casser les processus de décision et de réflexion à travers la construction de nouvelles économies. Je pense que le livre de Brzezinski est un livre qui pose problème à ce niveau-là sur ce qu'est la transition. Parce que la transition n'est pratiquement pas évoquée dans ce que vous dites. On a l'impression qu'il y a prise de contrôle de l'économie, changement des rapports de propriété, mais la construction d'un autre type d'économie, c'est pas tout à fait la même chose, je pense. Je voulais, par rapport aux questions qui ont été posées avant de passer la parole à qui la voudra autour de la table, d'abord, le choix, de la même manière que sous la Révolution russe, le choix n'était pas entre démocratie parlementaire et dictature du prolétariat ou prise du pouvoir par les soviets, mais le choix réel était entre le pouvoir aux soviets d'un côté, ou bien le retour en arrière avec la victoire de la contre-révolution. Le choix n'était pas avec une démocratie parlementaire. Alors de la même manière, au tournant des années 20, 21, ensuite, avec l'instauration de la NEP, le choix n'est pas entre la socialisation et d'autres mesures qui seraient plus favorables au capitalisme. Le dilemme terrible, c'est de remettre l'économie en marche, tout simplement. Remettre l'économie en marche. Les paysans ne voulaient plus produire parce qu'ils se faisaient confisquer leurs révoltes. Et dans les usines, on oublie souvent cet aspect-là, dans les usines, on voit bien les brigades qui vont réquisitionner dans les campagnes. Mais dans les usines, il y avait des milices en cuir noir qui obligeaient les ouvriers à produire dans les grandes usines. Bon, donc dans une situation de ce type, il faut sortir de ça absolument, et le choix qui a été fait de l'instauration de la NEP, c'est pas celui d'un retour, même partiel, au capitalisme, c'est de reprendre possession des instruments qui permettent de produire des biens, d'échanger ces biens avec les récoltes paysannes, etc., etc., de reconstituer un mécanisme économique. Le vrai problème, d'après moi, mais je ne prétends pas avoir la vérité là-dessus, c'est que parallèlement à la NEP économique, bon, c'est une politique économique, la NEP, une nouvelle politique économique, il aurait fallu une NEP politique, UNPP, une nouvelle politique politique. C'est-à-dire qu'il aurait fallu faire ce qui n'a pas été fait et qui pose le problème ensuite de la dégénérescence, non pas immédiate, mais de la possibilité de la dégénérescence de l'Union soviétique, c'est la restauration des libertés politiques, de l'existence d'autres partis ouvriers, la possibilité d'une liberté de la presse, etc., etc. Et de revenir sur les mesures de la guerre civile pour reconstituer un univers politique dans lequel il y aurait pu avoir, je crois, à ce moment-là, une discussion
et un vrai débat démocratique entre les protagonistes sur les meilleures manières de socialiser l'économie ou d'organiser la transition. Oui, juste deux choses. Premièrement, c'est pour, disons, un peu renforcer ce qu'a dit Charles Michalot au début de son intervention. La décision de proclamer la dette est une décision politique. Quand on lit le discours de Lénine au 10e congrès, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la paysannerie ne veut plus vivre comme on l'a fait vivre depuis 3 ans. Elle ne supporte plus cela. Il faut donc lui faire une concession. Et ce que veut la paysannerie, c'est la liberté du commerce pour pouvoir vendre ce qu'elle produit et pouvoir acheter quelque chose avec ce qu'elle a, des roubles qui devraient valoir quelque chose, ce qui débouchera d'ailleurs sur des mesures pour rétablir la valeur de la monnaie. Donc c'est politique d'abord. Il faut se rendre compte à quel point la situation est désespérée. En janvier 1921, il n'arrive plus un train à Petrograd pendant 3 semaines. Donc pas de charbon, pas de minerai, pas de blé, à cause des révoltes d'Ichim, des Tioumen, près de l'Oural, et des révoltes paysannes de Tambov, qui à elles deux mobilisent plus de 100 000 paysans armés, et qui bloquent les transports et qui sont au bord de faire s'effondrer le régime. Ce sera d'ailleurs la raison de la répression de la révolte de Kronstadt, qui est liée en fait à ces révoltes paysannes. Donc c'est politique. Il faut faire une concession aux paysans. Il faut donc rétablir la liberté du commerce. Alors que Lénine écrivait 10 mois ou 11 mois plus tôt, la liberté du commerce rétablit le capitalisme. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Et ça aboutira d'ailleurs sur un certain nombre de conséquences, dont en particulier le développement du chômage qui frappera d'abord les femmes, car les patrons privés ne voudront pas appliquer les mesures sociales adoptées par le régime, entre autres les congés de maternité, qui, comme dirait la palisse, ne concernent que les femmes, donc ils licencieront de façon prioritaire les femmes. 60% des 1 740 000 chômeurs qu'il y a en 28, c'est un chiffre énorme pour l'heure de l'époque, sont des femmes. Donc il y a des conséquences économiques et sociales qui sont extrêmement importantes. Deuxièmement, et là je ne suis pas d'accord avec Charles Michalot dit qu'il aurait fallu rétablir la liberté politique des partis et la liberté de la presse. C'est posé d'ailleurs par des bolcheviks. Il y a au moins 2 bolcheviks qui posent cette question, c'est Lyasnikov et Mgeladze. Et Lénine répond. Il dit la liberté de la presse, c'est offrir à notre ennemi un moyen de combat politique. Si en 1921, alors qu'on proclame la dette, qu'un secteur privé se rétablit, que la paysannerie, qui a quand même été manifestée une certaine hostilité au régime, les révoltes paysannes, celle de Tambov, c'est pas de la tarte, hein, c'est des 50 000 paysans armés, etc. Les partis auraient exprimé les aspirations du secteur capitaliste qui se forme d'ailleurs assez vite, même si il ne possède que des entreprises, des petites entreprises, enfin au fur et à mesure d'ailleurs, il possède des entreprises de plus en plus grandes. Et qui se serait exprimé? Qu'est-ce que les socialistes révolutionnaires et les mencheviks disaient? Ils disaient c'est bien la preuve que nous avions raison, qu'il ne fallait pas faire octobre. Car aujourd'hui, la Russie ne peut connaître qu'un développement capitaliste. Donc ils auraient exprimé les aspirations réelles de toute une couche de restaurateurs. Alors là, Lénine s'est trompé d'ennemis. Il a cru que les ennemis, c'était les intellectuels qu'il a expulsés. Il en a expulsé 200 en 1922. Il n'a pas très bien compris quel était le vrai adversaire. Mais il y avait là, des partis auraient exprimé cette aspiration au rétablissement du capitalisme. Et ces partis auraient parfaitement pu donc faire ce que les armées blanches n'avaient pas réussi à faire. Alors on peut dire, c'est tout à fait fâcheux, c'est un certain point de vue, mais en 21, l'URSS est à genoux, vraiment à genoux. Et Lénine, et j'arrêterai là, tirera d'ailleurs la leçon dans son dernier écrit. C'est un écrit que j'ai été étonné que Staline ne l'ait pas supprimé, d'ailleurs, des œuvres complètes de Lénine. Vous savez que sous Staline, les œuvres complètes de Lénine comportaient 35 volumes, sous Khrouchtchev 55. Vous voyez que l'ampleur des coupures était assez grande. Mais il n'a quand même pas supprimé le dernier écrit dans lequel Lénine se pose la question, juste avant d'avoir son AVC qui condamnera au silence définitivement. Il écrit « La situation internationale fait que la Russie est aujourd'hui rejetée en arrière. » Et il ajoute « Les puissances capitalistes européennes ont accompli leur tâche à moitié. » Donc il ne pense pas que c'est la grande victoire de la Révolution. Hein. Elles n'ont pas renversé le nouveau régime instauré par la Révolution, mais elles ne lui ont pas permis non plus de faire aussitôt un pas en avant.
et qui est très modeste sur les résultats de la Révolution. Et je pose la question, est-ce que nous pourrons tenir avec notre petite et très petite production paysanne, avec le délabrement de notre pays, jusqu'au jour où les pays capitalistes d'Europe occidentale auront achevé leur développement vers le socialisme? Je ne dis même pas auront fait la Révolution, mais achevé leur développement vers le socialisme. C'est donc une perspective très lointaine, et malgré ça, une des conquêtes de la Révolution, même limitée à ce que dit Lénine, c'est qu'elle instaurera le droit au travail, alors que dans tous les pays capitalistes, c'est le droit au licenciement. C'est quand même une nuance fondamentale. C'est une vraie conquête de la Révolution, ça. Pour chasser un ouvrier d'un poste de travail dans la Russie soviétique, même sous Staline, c'est à peu près impossible. Il n'y a pas de... Il faut vraiment être un opposant politique ou alors dénoncer comme trotskiste, trotsko-boukarinien, tout ce que vous voulez. Et ça n'a rien à voir avec le code du travail et avec les conquêtes de la Révolution. Merci. Oui, Catherine a pointé un certain nombre de problèmes importants. Alors, sur, comment dire, le prolétariat qui est plus large que la classe ouvrière, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Par contre, alors, que ça ait des implications politiques aujourd'hui, je pense aussi qu'on sera tous d'accord là-dessus, je serais moins persuadé sur, comment dire, justement sur la définition du prolétariat qui lui permet de se transformer en force révolutionnaire. Je m'explique. En Russie, on a vu, à partir de la révolution de février 17, de très larges couches de la population s'identifier au prolétariat. Et c'est assez frappant, justement, dans les cahiers de doléances, entre guillemets, tels que les a appelés Marc Ferraud, mais ça se retrouve dans tout un tas d'autres documents, où en fait, les paysans vont exprimer leur lutte contre l'État central et contre le grand propriétaire du coin, sous la forme d'une lutte de classe et en reprenant des termes assez marxistes, ce qui d'ailleurs explique aussi pourquoi tout au long de la guerre civile, vous prenez les proclamations de tous les groupes en présence qui se tirent les uns sur les autres, tout le monde le fait au nom du socialisme et du pouvoir aux travailleurs. Voilà. Ce qui montre aussi à quel point il y avait une pénétration des idées socialistes, mais justement, une pénétration des idées socialistes dans leur forme, alors là, marxiste hyper-orthodoxe, version seconde internationale, que partageaient d'ailleurs les bolcheviks, oui, les mencheviks, et quelque part, ils se retrouvaient à être dépassés par l'effet de leurs propres paroles, c'est-à-dire qu'ayant mené une propagande depuis aussi longtemps que les bolcheviks sur les idées de la classe ouvrière doit être l'avant-garde de la lutte révolutionnaire en Russie, et elle représente l'avenir de l'humanité, ils ont été un peu pris au mot, et là ils ont dit oui mais non, c'était pas compris, c'était pour plus tard. Tant pis. Et même les socialistes révolutionnaires, il y a quelqu'un ici, Pierre Boutonnet, qui est bien placé pour le savoir, parce que c'est un peu lui qui me l'a démontré, même chez les socialistes révolutionnaires, en fait, il y a dans toute une partie de leur idéologie une réelle influence du marxisme. Et donc, il y a vraiment une projection dans ce prolétariat industriel. Et à mon avis, c'est important, parce que c'est ça qui a permis, justement, en 1917, une union des classes populaires, même non prolétariennes, mais parce qu'il y avait bien cette identification, et c'est aussi ça qui a légitimé Octobre, c'est que tout le monde était largement d'accord pour dire que la force marchande de la Révolution, c'était le prolétariat industriel, quand bien même il était minoritaire. Alors, si on étend le prolétariat au-delà de la classe ouvrière, là, dans la paysannerie, ce prolétariat est minoritaire. La majorité de la paysannerie est propriétaire, toute petite propriétaire. Et alors, s'il y a une chose où, à mon avis, comment dire, l'analyse des bolcheviks a été biaisée, et c'est pas forcément sur beaucoup de domaines, mais sur celui-là, je pense, c'est justement sur l'analyse sociale de la paysannerie, avec cette tripartition classique, avec paysannerie pauvre, paysannerie moyenne, paysannerie riche, le fameux koulak, koulak buveur de sang, accapareur, capitaliste monopoliste des campagnes. Alors, il y a une expérience assez simple à faire, c'est de visiter un musée ethnographique tel qu'ils existent toujours en ex-URSS depuis l'époque soviétique.
Faites l'expérience, vous visitez une espèce d'isba miséreuse, et puis vous lisez le petit cartel et vous apprenez que c'est une isba de Koulak. Et donc ensuite, quand vous visitez l'isba de paysans pauvres, là il n'y a pas de mots, quoi. Et clairement, les Koulaks, personnellement j'ai envie de dire que ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y avait dans cette paysannerie propriétaire qui était majoritaire, des gens qui étaient un peu plus riches, et ils se sont développés sous la NEP jusqu'à devenir assez riches, mais c'est absolument pas des capitalistes, c'est des petits patrons, voilà, mais absolument pas des capitalistes. Et dans le discours bolchevique, l'attaque contre les Koulaks, pendant la guerre civile, pendant la NEP, et y compris pendant la collectivisation, ça va être une façon d'attaquer la communauté paysanne sans le dire. Grosso modo, ça permet le jeu un peu dans tous les sens. Alors on l'a vu pendant la collectivisation stalinienne, où des gens ont été désignés comme Koulaks parce qu'ils avaient une vache. Bon ben voilà, dans le village, oui, tu es un paysan riche, tu as une vache. Mais inversement, ça permettait aussi aux paysans, à un moment, de trouver une espèce d'équilibre avec le pouvoir bolchevique en disant « Hop, 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 on est bien d'accord, l'ennemi c'est les Koulaks, moi je suis un honnête paysan moyen, ne vous en prenez pas à moi ». Ensuite, alors l'étatisme, question intéressante parce que, alors j'avais pas eu le temps de le développer dans ma petite présentation, mais clairement, le moment que je décris, alors là, on est dans un hyper-étatisme et un rôle hypertrophié du parti, puis alors là, vraiment comme avant-garde. De toute façon, encore une fois, comme on est en pleine guerre civile, le principe c'est l'armée rouge arrive quelque part en s'appuyant sur des groupes de paysans insurgés, on nomme un comité révolutionnaire, et quand je vous disais que c'était sur ordonnance, la composition du comité révolutionnaire est presque définie à l'avance, voilà, on sait, et ensuite on fait des élections aux soviets, mais bon, vu ce qui s'est passé avant, clairement, les élections soviétiques ne vont pas se passer dans une atmosphère de sérénité, de débat, etc. En même temps, cet aspect donc hyper étatiste, oui, mais l'État, il est composé de qui? Grosso modo, l'État, ben, c'est ceux qui veulent bien rentrer dans le comité révolutionnaire, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont être sur la liste des gens à exécuter si les Blancs, les nationalistes ukrainiens ou même un soulèvement paysan local reprend le pouvoir. C'est-à-dire que c'est de l'étatisme, mais d'un État, alors là pour le coup, qui sourd des classes populaires, et y compris avec un confusionnisme total. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé des documents de justement ceux qui font de la commune Kronstadt, ils font de leur commune. Ils envoient un courrier à l'administration soviétique, mais pour eux c'est la même chose que le parti, et la première demande qu'ils font dans le premier courrier qu'ils adressent à l'administration, c'est une double demande. Premièrement, nous voulons un tampon, parce que la seule reconnaissance de l'existence, c'est d'avoir un tampon pour mettre au bas des courriers. Et deuxième chose, ben, on est des communards, on a fondé une commune, donc on est des communistes, donc envoyez-nous les cartes du parti. Donc c'est ce type d'étatisme-là. Et dernier point, alors le communisme de guerre est illusoire comme forme de développement de l'économie, ça on l'a constaté. Par contre, je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer la véritable adhésion que ça a provoqué, encore une fois dans des couches minoritaires, mais qui du coup vont s'allier au pouvoir bolchevique de façon profonde et durable, et qui, dans ces couches-là, considèrent vraiment que c'est le moment. Et qui sont, encore une fois, des couches tellement pauvres que je dirais que la différence entre leur situation dans le cours de la guerre civile et la vie normale pour des gens qui ne possèdent rien, qui dans la communauté paysanne sont mis au banc, n'ont pas le droit de vote parce qu'ils sont trop pauvres, qui sont obligés d'aller s'embaucher comme ouvriers agricoles, ce qui est dans la communauté paysanne considéré vraiment comme quelque chose de stigmatisant, ces gens-là, arrivés au pire de la guerre civile, alors là, pour le coup, c'est vraiment des prolétaires qui n'ont rien à perdre que leur chaîne. Et la NEP, et là je rejoins ce que disait Jean-Jacques, clairement, c'est avant tout une mesure politique, parce que c'est plus tenable. Et que, comment dire, l'état de guerre civile, qui n'est pas qu'une guerre entre blancs, nationalistes ukrainiens, interventionnistes étrangers, mais qui est une guérilla paysanne généralisée, c'est juste plus tenable, arrivé en 1920-1921. Et donc, là je suis d'accord que la NEP est avant tout une mesure politique
social, c'est sur un rapport de force de classe, tout simplement. Le prolétariat est très minoritaire, même en incluant dans le prolétariat ses composantes paysannes, et donc ces mesures politico-sociales ont des conséquences économiques de réhabiliter le marché, la propriété privée, etc. Catherine ? Oui, je pense qu'une des difficultés majeures qu'on a, c'est la combinaison dans le débat nécessaire et la mise à plat nécessaire d'éléments qui relèvent de la conjoncture immédiate, des situations dramatiques, la guerre, la destruction de la société et les réponses pragmatiques et politiques apportées de façon immédiate, et les théorisations politiques et la perception plus globale. Ambiguïté de terminologie que l'on retrouve aussi dans la notion d'actualité de la révolution socialiste, comme ça a été souvent souligné, avec deux perceptions, de signification de ça. La signification immédiate et conjoncturelle qui implique des situations de crise révolutionnaire ouvertes, ceux d'en haut qui ne peuvent plus, ceux d'en bas qui ne supportent plus, mais aussi, et c'était précisément le mot a été soulevé, la notion de la révolution permanente et la conception des thèses d'Avril de Lénine, une vision globale d'une époque, pas simplement d'une conjoncture, qui n'impliquait pas que la révolution était possible. Révolution permanente ne signifiait pas, même s'il y a eu des interprétations gauchistes, même dans l'internationale communiste dans ses premiers congrès, mais ça a été vite rectifié, y compris, c'est-à-dire de ne pas confondre l'actualité historique d'une remise en cause du capitalisme dans sa crise qui n'a pas arrêté de se développer avec le fascisme et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'actualité d'un projet qui impliquait une lutte contre la bourgeoisie et pas simplement donc une lutte qui devait s'arrêter à une révolution de février conçue comme révolution dite démocratique bourgeoise, et d'autre part la possibilité de transformer effectivement la société. Alors, je reviens, la notion aussi de transition a été soulevée dans une question, mais la notion de révolution permanente, le bilan nécessaire de cette thèse doit être fait et peut être fait de façon différente aujourd'hui avec le recul d'un siècle et avec le recul des révolutions du siècle soviétique, puis de la restauration capitaliste et de ce qu'est le capitalisme d'aujourd'hui. La révolution permanente est la conception qu'avaient les bolcheviks après la NEP, avant la NEP, pendant la NEP, après la NEP. Une conception qui s'est ajustée, qui s'est modifiée, qui n'était pas claire. C'est une conception qui disait quelque chose de contradictoire, d'éminemment difficile à maîtriser et à résoudre, parce que, qui disait à la fois la révolution, y compris les tâches d'industrialisation, la question agraire, les questions nationales, que dans d'autres contextes, une révolution bourgeoise dans les pays du centre ont résolu, eh bien, dans le contexte impérialiste mondialisé du début du siècle, et qui est encore notre contexte aujourd'hui, avec des configurations différentes, la bourgeoisie n'est plus capable, les classes dominantes ne sont plus capables de réaliser ces tâches-là. Hein? Bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils concevaient la transformation, c'était les trois dimensions de la révolution permanente, comme la possibilité de passer directement du capitalisme à une société sans classe, sans conflit et d'abondance, communiste, etc. Par ailleurs, vision fausse. Une société d'abondance, les enjeux à la fois écologiques et la perception qu'on a du communisme aujourd'hui impliquent évidemment de remettre en cause tout étapisme et vision de ce type. Mais au-delà de ça, c'est quelle transformation, c'est pour ça que j'utilisais le mot de socialisation, pour décrire quelque chose qui est un processus conflictuel et qui effectivement impliquait de passer d'une vision en point d'interrogation de transformation de l'économie avec, dans un premier temps, alors est-ce que la NEP était un recul et une conception qu'il fallait en revenir à une idée menchevique finalement, c'est peut-être la question telle qu'elle était posée, est-ce qu'il fallait en revenir à une idée menchevique, à savoir la nécessité d'une phase capitaliste, hein? Et puis on verra plus tard, et quand les pays capitalistes développés auront fait leur révolution, alors on pourra mettre le socialisme à l'ordre du jour. Et donc le rôle, si tel est le pronostic et le jugement sur octobre, à savoir qu'il ne fallait pas aller plus loin que février,
et qu'il ne fallait pas aller plus loin qu'une révolution anti-tsariste et essayer de construire le capitalisme, alors dans ce cas-là, le rôle des bolcheviks, des marxistes, du mouvement ouvrier, des syndicats, etc., c'est de soutenir un gouvernement basé sur des bourgeois, et puis ceux qui étaient pour le développement capitaliste en Russie et dans le monde. Bon, je pense que c'est une conception qui n'était pas du tout à l'ordre, qui n'était pas possible. Et cette impossibilité impliquait un recul en même temps vers la NEP, par rapport... Alors, là, la NEP était-elle un recul ou elle était une transformation de la conception? Les deux à la fois. C'était à la fois un recul et une concession dans la conception qu'avaient faite les bolcheviks, une rectification d'erreurs que Trotsky avait souligné sur l'impossibilité effectivement de créer, y compris une coopération avec la paysannerie, quelle que soit la façon dont on la caractérise, mais pour répondre aux besoins vitaux de vivre, de manger, hein, et de fournir les matières premières dans cette société-là, et en même temps le problème de comment transformer, industrialiser cette société-là. Et, bon, je m'arrête en disant simplement, bon, je l'ai développé, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut mutualiser la discussion, je ne prétends pas avoir, mais mettre à plat les débats, les débats que les bolcheviks ont eus après, pendant la NEP et dans la foulée, et que les marxistes de Bettelheim à Mandel, en passant par les marxistes yougoslaves, se sont posés ensuite. C'est quel est le rôle du marché? Le marché n'est pas seulement le marché capitaliste. La propriété privée n'est pas seulement la propriété privée capitaliste avec l'exploitation des salariés. C'est aussi la petite propriété paysanne, l'artisanat et la possibilité d'intégrer les petites propriétés et les coopératives dans une logique qui soit celle d'une socialisation et pas celle d'une accumulation capitaliste. Alors, c'est pourquoi il y a une vraie réflexion nécessaire et qui remet en cause l'idée, il faut d'abord un développement des forces productives sur des bases capitalistes, oui, avec une centralisation de l'économie étatiste, et puis plus tard on transformera les rapports sociaux. C'est pourquoi la question de l'autogestion, c'est-à-dire d'une transformation des rapports humains dans l'organisation de la production, telle que l'opposition communiste de gauche, telle que l'opposition ouvrière, telle qu'ensuite les communistes yougoslaves l'ont posée en introduisant l'autogestion dans un pays pourtant arriéré, étaient les bonnes questions. C'est pour ça, je pense que toute l'expérience historique, y compris le fait qu'aujourd'hui plus personne ne peut être menchevique au sens de il faut attendre du développement capitaliste de l'actualité de la révolution socialiste et des transformations. Il faut être beaucoup plus radical dans la critique des rapports sociaux dans le capitalisme et pas attendre du capitalisme qui prépare le socialisme. Il faut être donc beaucoup plus critique sur ce qu'étaient les erreurs de la pensée marxiste et d'ailleurs un art de l'époque, en intégrant une réflexion qui reste ouverte et sur laquelle nous n'avons sûrement pas un consensus dans cette salle, parce que tout simplement personne n'a la réponse simple, mais sur précisément la façon d'organiser de façon planifiée une transformation de la société sur des bases non capitalistes, mais qui mettent tout de suite et pas demain à l'ordre du jour l'autogestion des ouvriers, pas entreprise par entreprise simplement, mais dans le cadre d'une planification autogestionnaire. C'est le débat que je voulais soulever. Non, moi c'est une question, je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre, c'est justement en lisant le roman d'Alexandra Kollontai sur le travail des abeilles, plutôt le titre, bon, où elle retrace l'évolution de ce couple dans le contexte qui vient de sortir de la guerre civile et qui va évoluer dans le cadre de la NEP. Ce qui ressort de ce truc-là, c'est qu'il y a une espèce de nostalgie de la période du communisme de guerre, présentée comme le moment extraordinaire où finalement les meilleurs d'entre nous étaient tous unis et étaient à la pointe de ce vaste mouvement, etc. Et c'est quand même assez
assez impressionnant. Et j'aimerais bien savoir comment vous l'expliquez. C'est-à-dire, bon, on peut dire, bon, pour quelques mois, oui. Quand ça dure plus de 3 ans, on se dit, bah dis donc, ils sont costauds, parce que 3 ans de guerre civile, 3 ans de privation, 3 ans de mobilisation générale où les uns et les autres sont envoyés sur différents fronts économiques, militaires, etc., sans pouvoir avoir un moment de pause, y compris pour avoir un minimum de vie amoureuse multiples et variées, on se dit, c'est étonnant. Une demi-phrase. Mon avis, c'est que oui, si. Ils avaient tous le sentiment qu'ils menaient un combat formidable et à l'échelle de la planète contre la bourgeoisie mondiale tout entière. Et ça leur donnait, hommes et femmes réunis, une profonde exaltation, quelque chose qui dépassait les problèmes de la vie quotidienne. Enfin, c'est une demi-phrase un peu longue. Eric, jaloux, une demi-phrase aussi. Alors, une demi-phrase aussi. Comment dire, le résultat de cette période-là, on le voit dans des documents d'archives de la fin de la guerre civile, donc 20, 21, 22. C'est dans les archives du parti d'énormes liasses d'arrêt maladie. Et entre autres, d'arrêt maladie pour dépression nerveuse. Sachant que dans le parti bolchevique, le côté je fais une dépression, c'était quand même pas trop le genre de la maison. Sauf que là, encore une fois, des billets, alors il y a aussi tous les tuberculeux, typhiques, etc. Mais aussi avec des craquages nerveux et un taux de démission du parti énorme pour raisons politiques, personnelles, tout ce qu'on veut. Et un épuisement des militants qui a évidemment un rôle énorme dans ce qui va se passer dans les années 20. Merci à toutes et tous pour ce premier forum. Je veux, avant que vous vous leviez pour vous précipiter sur votre beefsteak frites favori, je voudrais simplement vous préciser que on reprend à 14h. Il y a 2 forums cet après-midi de 14h